Bonjour à tous et bienvenue au second webinaire Web Info organisé donc par le DAC 58. Aujourd'hui, nous allons traiter une question plutôt sociale et notamment donc le sujet s'intitule Les aides pour faciliter l'accompagnement au domicile de personnes souffrant de maladies graves. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux interlocutrices. Donc, Émilie Guibert, juriste de formation et directrice d'Emeraude 58, et Christine Montjoie, assistante de service social et coordinatrice au DAC 58. Je leur cède tout de suite la parole et je vous souhaite un bon Web Info. Bonjour, merci Madame Tabordé. Donc, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter, Christine et moi-même, les aides pour faciliter l'accompagnement au domicile de personnes souffrant de maladies graves. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous présenter. Donc, moi-même, Émilie Guibert, je suis juriste de formation et directrice d'Emeraude 58 depuis une dizaine d'années. Christine Montjoie, donc assistante de service social au sein du DAC 58. Voilà, donc on nous a sollicité pour venir vous présenter différentes aides qui peuvent être sollicitées pour accompagner les personnes. Alors cette liste que nous allons vous faire aujourd'hui n'est pas une liste exhaustive et nous avons souhaité la réaliser au travers de différents points, différents paragraphes. Donc, la première partie portera sur les aides qui peuvent être sollicitées en cas de sortie d'hospitalisation. Le deuxième point sera sur tous les dispositifs et aides à destination du patient, quel que soit son âge, quelle que soit sa pathologie. Et puis après, nous prendrons un temps plus important peut-être autour des aidants, pour pouvoir présenter différents dispositifs et aides pouvant être sollicités dans le cadre de l'aidance. Donc, passons pour ce faire à la première partie qui concerne les sorties d'hospitalisation et je vais laisser la parole à Christine. Merci Émilie. Donc, je vais vous présenter les dispositifs en sortie d'hospitalisation. On sait qu'un séjour à l'hôpital peut fragiliser une personne. Dans ce cadre, c'est pour cette raison que les dispositifs existent pour faciliter et sécuriser le retour à domicile. Le premier dispositif est le PRADO, le programme de retour à domicile, qui est géré notamment par l'assurance maladie. Il s'adresse aux personnes hospitalisées pour accident vasculaire cérébral, AVC, bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, insuffisance cardiaque, maternité, toute chirurgie et toute personne à partir de 75 ans, pour lesquelles l'équipe médicale hospitalière estime qu'un accompagnement est nécessaire pour anticiper les besoins liés au retour à domicile et surtout pour fluidifier le parcours hôpital-ville. Dans ce cadre, le cadre du service va contacter le conseiller de l'assurance maladie qui, lui, va planifier les premiers rendez-vous avec les professionnels de santé en ville qui suivront ensuite le patient, bien sûr toujours en accord avec les professionnels qui ont été choisis par le patient, et mise en place éventuellement, donc le patient accepte, portage de repas et aide à domicile. Par exemple, il y a un exemple, quelqu'un qui est suivi en insuffisance cardiaque, le conseiller d'assurance maladie va programmer, planifier un rendez-vous avec le cardiologue du patient et son médecin traitant. Et éventuellement aussi, il y a des infirmières qui sont conventionnées avec l'assurance maladie s'il y a des prises de sang ou des suivis bien particuliers.
Alors moi, ce dispositif me parle particulièrement, Christine, parce qu'effectivement, vous avez évoqué le dispositif Prado maternité, et c'est vrai que j'ai pu en bénéficier à 2 reprises, et j'ai trouvé l'utilisation de ce dispositif assez facilitant, vu que quelqu'un de l'assurance maladie est venu me rencontrer pour me mettre en relation avec une sage-femme et pour tranquilliser, faciliter le retour à domicile et les premières consultations. Et moi, j'ai pu voir ce côté du côté de la maternité en tant qu'usager, j'ai trouvé assez bien. Donc, je suppose que c'est le même principe pour les autres pathologies comme vous venez de présenter. Des rendez-vous médicaux sont pris, pendant le retour à domicile du patient. Je voulais juste rajouter que la CPAM, c'est géré par la CPAM, mais la CPAM, l'assurance maladie, a signé une convention avec la mutualité sociale agricole pour tous les volets, sauf le volet personnes âgées à partir de 75 ans, parce qu'ils ont d'autres dispositifs à mettre en place. Donc, ils ont signé, par contre, avec les autres volets. Donc, qu'on soit bénéficiaire de la CPAM ou de la MSA, on peut prétendre à l'ensemble des dispositifs que vous venez de présenter, à l'exception, si j'ai bien compris, de la partie de plus de 75 ans, où là, il faut vraiment dépendre de la caisse primaire d'assurance maladie. Tout à fait. Je vais vous présenter aussi donc un autre service, un dispositif qui est géré par la CPAM, qui s'appelle l'aide à domicile en sortie d'hospitalisation ou hospitalisation ambulatoire. Alors, ce dispositif est réservé aux personnes non retraitées pour pallier temporairement à une perte d'autonomie. Bien sûr, ce sont des personnes, comme c'est géré par l'assurance maladie, qui doivent être affiliées au régime général de la Nièvre. La demande doit être faite dans le mois qui suit la sortie d'hospitalisation. La durée d'intervention, c'est 3 mois maximum, avec 12 heures d'intervention par mois. Et il y a un reste à charge minime, bien sûr, en fonction des ressources. Il y a un dispositif que tout le monde connaît, souvent les patients eux-mêmes, c'est la mutuelle. Selon le contrat souscrit, parce que ça dépend vraiment des contrats, les mutuelles santé proposent des services et des prestations pour accompagner leurs adhérents dans ces situations, périodes délicates. Aide ménagère, téléassistance, aide au portage de repas, aide à la préparation des repas, aide à l'habillage, aide à la toilette. Toujours en fonction des contrats qui ont été souscrits par le patient. Je vais vous présenter un dernier, c'est toutes les caisses de retraite, bien sûr. Elles proposent un dispositif d'aide au retour à domicile après hospitalisation. Cette demande doit être effectuée par contre par l'équipe de l'établissement de santé en accord avec le patient. Dès que la personne est sortie d'hospitalisation, il n'est plus possible, il y a d'autres dispositifs, mais celui-ci est spécifique pendant l'hospitalisation. Il peut être effectué juste les quelques jours avant. Donc, c'est un accompagnement toujours autour de la prévention, de la perte d'autonomie, pour bien sûr un accompagnement dans sa vie quotidienne. Donc, tout assuré social. Bien sûr, ça concerne les personnes GIR 5 ou 6, puisque les personnes GIR 4, en général, elles ont un plan d'aide à part. Ne pas donc bénéficier d'autres aides, et toujours, c'est sous condition de ressources. Ça peut être la téléassistance, des aides pour aller faire des courses avec des aides humaines, pour l'habillage, toujours ce qui a été dit pour les mutuelles, aide à la toilette, la téléassistance, l'aide ménagère, portage de repas, etc. Et le durée du dispositif dure 3 mois, celui-ci. Et au bout de 3 mois, il y a une évaluatrice de la caisse de retraite qui vient faire une évaluation à domicile pour voir si la personne a repris l'indépendance ou il faut continuer avec un autre dispositif. Donc, il y a une évaluation qui est effectuée au bout de ces 3 mois. D'accord. Merci Christine. Alors, je le redis, ces différents
dispositifs en sortie d'hospitalisation ne sont pas exhaustifs. Donc, il y en a d'autres, mais on a voulu attirer l'attention principalement sur cela. Je vous rappelle que si vous avez des questions, nous pourrons y répondre à la fin de notre intervention et vous pouvez les poser tout au cours de l'heure qui arrive dans le cadre de l'onglet questions-réponses. Voilà, merci. Maintenant, on va passer au dispositif d'aide à destination du patient. Donc, parce qu'on a divisé notre intervention autour d'un côté, on s'adresse au patient et de l'autre, on s'adresse à l'aidant. Donc, dans le cadre des dispositifs qui sont destinés aux patients, nous avons décidé de nous centrer principalement sur trois mesures qui pour nous apparaissent peut-être comme plus méconnues que les deux mesures principales qui sont des aides classiques que sont l'APA et la PCH. Ces aides-là sont des aides de droit, on va dire, commun, qui visent à compenser la dépendance pour l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, ou le handicap pour la PCH, prestation compensatoire du handicap. Elles sont versées par des services du conseil départemental, c'est-à-dire que l'APA est versée directement par le conseil départemental. La PCH, c'est validé par la MDPH qui dépend du conseil départemental, puis ce sera la CAF par contre qui se chargera du versement mensuel. Et ces deux prestations-là sont des prestations qui ne sont pas récupérables. C'est important de le mentionner. Alors, je pense que maintenant, depuis bientôt 15 ans, tout le monde le sait, mais on a tendance à le rappeler car, pour rappel, l'APA, au départ, était récupérable, ce qui a engendré des refus de sollicitation. C'est pour ça que ça avait changé. Je ne dis pas de bêtises, hein, Christine? Voilà, donc ces deux aides, on peut les solliciter et en bénéficier sans avoir peur qu'il y ait une récupération au décès de la personne du conseil départemental, donc récupération sur la succession. Voilà, et c'est le conseil départemental du dernier domicile du bénéficiaire qui la versera. C'est ce qu'on appelle le domicile de secours. Émilie, est-ce que tu pourrais nous aider à comprendre, enfin nous donner la définition, qu'est-ce que le domicile de secours? Oui, Christine, c'est vrai qu'on a tendance à parler en droit du domicile de secours, mais c'est le dernier lieu de vie privé dans lequel réside le bénéficiaire de l'aide, c'est-à-dire il faut qu'il réside dans ce domicile privé pendant au moins 3 mois pour que ça devienne son lieu de domicile de secours. Alors pour donner un exemple, parce que des fois c'est un peu plus facile, on est âgé, on a un parent qui habite en région parisienne et il souhaite se rapprocher de son fils qui habite dans la Nièvre. Alors il va déménager. Il bénéficie déjà de l'APA chez lui à domicile, donc il déménage. Son domicile de secours va être celui de la région parisienne, vu qu'il vient s'installer dans la Nièvre. Alors s'il s'installe dans son domicile privé, chez son fils ou dans un nouvel appartement ou une maison qu'il va louer ou acheter, il faudra attendre 3 mois pour que cette nouvelle résidence, qui est une résidence à caractère privé, devienne son domicile de secours. Et dans ce cas-là, au bout de 3 mois, ça ne sera plus le conseil départemental de la région parisienne qui versera là-bas, mais ça sera désormais le conseil départemental de la Nièvre. Par contre, s'il décidait de se transférer dans une maison de retraite, dans un EHPAD, et bien là, l'EHPAD n'est pas un domicile privé. Et donc, le conseil départemental de la région parisienne demeurera son domicile de secours et à ce titre continuera de lui verser l'APA. Je ne sais pas si ça a été très clair. Je pourrais rajouter donc la même situation pour une prestation compensatoire du handicap. On a une situation, donc une personne qui bénéficiait de la PCH dans la Nièvre, et là, pour des raisons de santé, elle est allée dans le 42 pour rejoindre son compagnon. Et donc, pendant 3 mois, elle va bénéficier de la PCH du département de la Nièvre et au bout de 3 mois, son dossier va être rapatrié dans le 42 près de Saint-Étienne et il y aura un relais qui va être pris en charge pour les aides humaines. Tout à fait, c'est pour faciliter ce déplacement et que ça ne soit pas toujours le même département qui s'acquitte
du versement des aides. Voilà. Et donc, bon, ces deux aides, pour nous, nous semblent assez connues et on a souhaité se concentrer sur deux points. Un concerne la parentalité et les différentes aides qui existent en lien avec la parentalité. Donc, que ça soit au travers de la PCH parentalité ou du service d'aide d'accompagnement à domicile des familles. Et puis après, faire un petit focus sur les situations palliatives avec les aides qui existent pour accompagner au domicile une personne en situation palliative. Donc, je vais vous présenter la prestation de compensation du handicap. Comme vous avez pu le voir sur la diaporama précédente, depuis le 1er juin 2021, chaque parent en situation de handicap peut bénéficier d'une aide financière pour tout enfant de moins de 7 ans. Donc, il y a deux dispositifs, deux aides, l'aide humaine et l'aide matérielle. L'aide humaine, donc c'est pour aider un parent qui est en situation de handicap et qui a un enfant de moins de 7 ans. Un exemple, par exemple, si la personne qui est en situation, le papa a moins d'énergie, de force dans ses deux membres supérieurs, ne peut pas s'occuper pour mettre l'enfant sur une table allongée, donc il va dans la PCH d'aide humaine, il va pouvoir bénéficier d'une aide humaine pour l'aider à mettre l'enfant et le sécuriser sur la table allongée. Il y a l'aide technique à la parentalité, elle est destinée toujours à des parents qui sont en situation de handicap, adaptée pour l'aider à s'occuper de l'enfant et pouvoir acquérir du matériel technique. Alors l'exemple qui est souvent donné, donc une table allongée, la personne le papa ou la maman qui est en situation de handicap, elle est en fauteuil roulant. Le fauteuil roulant n'est pas adapté à la hauteur des tables allongées actuelles. Donc, ils vont pouvoir avoir une aide financière pour rehausser la table allongée, pour que la table allongée soit à la hauteur du fauteuil roulant. Donc, les critères, il faut être éligible à l'aide humaine de la PCH et à la PCH pour l'aide technique. Et bien sûr, avoir un enfant de moins de 7 ans. Très bien. Alors, petite question, si les deux parents sont en situation de handicap, est-ce qu'il y a une seule aide qui est versée au titre de l'enfant ou est-ce qu'il y a une aide qui est versée à chacun des parents pour lui permettre d'accomplir son rôle de parent? En effet, donc pour accomplir son rôle de parent, puisque chacun va assumer des tâches des fois différentes, donc la PCH parentalité est octroyée à chaque parent qui est en situation de handicap. D'accord, donc chacun peut faire sa demande pour le même enfant et en bénéficier. Bien sûr, ce n'est cumul possible donc avec la PCH humaine pour l'enfant, pour le parent. D'accord. Donc, par exemple, moi, si j'étais en situation de handicap et que j'ai des difficultés à appréhender mon bébé pour me sécuriser, je pourrais avoir une aide humaine pour venir m'aider à la toilette du bébé. Si vous avez bien eu la demande pour vous de la PCH, si vous avez la notification. D'accord. Merci Christine. Alors, on a aussi une autre aide qu'on souhaitait vous présenter qui est un petit peu similaire à celle de la PCH parentalité et qui concerne là de façon plus générale, tout parent pouvant être malade, vu que c'est une aide que j'appelle moi de droit commun dispensée par la CAF. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît? Alors, c'est un dispositif d'aide et d'accompagnement à domicile. C'est financé par la branche famille, donc de la CAF. Certains événements aujourd'hui sociétals, on sait il y a beaucoup d'événements qui modifient l'équilibre de la famille, enfin qui peuvent modifier une grossesse, un déménagement, une recomposition aussi au sein de la famille. Du coup, dans ce cadre-là, dans ces périodes de transition, la caisse d'allocation familiale peut proposer une aide temporaire à domicile. Il y a deux types d'aides. Donc, un accompagnement d'éducation éducative sociale, et une TISF, un travailleur social
d'intervention familiale. Ce sont 2 professionnels qui sont formés pour ce type d'aide à domicile et qui peuvent venir à domicile, donc soit pour du ménage, soit pour aider à la préparation et des repas. Et la TISF, elle, c'est plus pour accompagner la parentalité, donc emmener l'enfant à l'école ou l'aide aux devoirs, etc. Ces 2 aides sont cumulables. D'accord, donc si je comprends bien, si je suis atteinte d'une maladie grave qui me gêne dans l'accomplissement de ma parentalité, je peux solliciter cette aide de la CAF pour bénéficier d'heures d'accompagnement à mon domicile. Tout à fait, si vous êtes locataire. Mais bien sûr. Voilà, mais même si on n'est pas allocataire, on peut peut-être faire les démarches pour devenir allocataire afin d'en bénéficier. Merci Christine pour ce complément d'information. Donc, nous avons pu voir les différentes aides destinées à la parentalité et puis là, nous voulions parler des situations palliatives et vous présenter le financement d'heures de garde malade ou de médicaments qui peuvent être remboursés auprès des personnes qui se trouvent en situation palliative. Donc, les aides de garde malade dans le cadre de soins palliatifs. La prise en charge en soins palliatifs, on sait qu'aujourd'hui, elle peut s'effectuer, donc c'est dans ce cadre-là, au domicile. Beaucoup de personnes aujourd'hui souhaitent être en soins palliatifs au domicile. Du coup, il existe la CPAM, l'assurance maladie au niveau national, a mis en place un dispositif qui propose une prise en charge financière pour accompagner ces personnes en situation palliative à domicile. C'est juste une parenthèse, la mutualité sociale agricole a le même dispositif. Ce dispositif vise à soutenir et optimiser donc le maintien à domicile qui permet de financer l'accompagnement à domicile, donc de garde malade, de médicaments qui sont non remboursés par la sécurité sociale, par exemple le Scopoderm, mais qu'aujourd'hui, parfois, il n'y en a pas assez en pharmacie, mais bon, ça revient. Donc, tous les médicaments qui sont non remboursés et certains matériels qui n'est pas pris en charge. La personne qui doit être prise en charge par une HAD, une hospitalisation à domicile, par un service de soins d'infirmiers à domicile ou par une équipe mobile de soins palliatifs pour bénéficier de cette enveloppe financière. D'accord. Donc, si je comprends bien, la personne qui est en soins palliatifs et qui est accompagnée par une de ses équipes peut faire la demande au travers d'un formulaire qui va être adressé à la MSA si elle dépend de la MSA ou à la CPM si elle dépend de la CPM. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Mais je souhaitais apporter une petite précision, c'est-à-dire que pour les patients qui dépendent de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, l'enveloppe de garde malade sa gestion en tout cas a été confiée à l'association Emeraude 58. Donc c'est auprès d'Emeraude 58 qu'il faut déposer les dossiers pour qu'on puisse mettre en place la prestation de garde malade ou le remboursement des dispositifs médicaux non remboursés. Donc c'est vrai que ce partenariat permet une réactivité et une mise en place des aides humaines, parce que c'est ça, il faut dire, la garde malade reste une aide humaine de façon plus optimale et rapide. Oh, je voulais juste, quand on parle de garde malade, c'est vrai, souvent on a les situations suivantes, c'est-à-dire que l'aidant, par rapport à l'aider, va vite aller chercher les médicaments, va se dépêcher, ou va pas prendre le temps, ou aller faire les courses. Du coup, cette prestation de garde malade permet de prendre du temps, même éventuellement d'aller aussi avoir des activités de loisirs, prendre son temps pour faire des courses. Donc, il y a une présence à domicile auprès de l'aidé. Bon, c'est vrai que c'est un plus, donc il ne faut pas hésiter à le solliciter parce que voilà, après c'est une enveloppe qui est octroyée pour une fois dans le cadre des soins palliatifs. Ce qui était important de dire, mais je pense qu'on l'a fait, c'est que cette aide se cumule avec les autres aides et ne se substitue pas
avec ces dernières, c'est-à-dire qu'on ne va pas en bénéficier à la place de l'APA ou de la PCH, mais ça va venir en complément de ces différents dispositifs. Merci Christine. Voilà, donc nous avons vu les différentes aides et dispositifs à destination des malades. Et maintenant, nous allons vous présenter les différents dispositifs et aides qui existent, ou en tout cas, la liste n'est pas limitative, ceux que nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui, mais à destination des aidants. Alors, on a voulu se mettre à la place des aidants parce qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a 9,3 millions de proches aidants en France. Ce sont des statistiques qui datent de 2021. Donc, ça représente un peu plus de 17% de la population. La grande majorité sont des aidants en situation adulte, c'est-à-dire qui ont plus de 18 ans, mais il faut quand même être conscient qu'il y a 0,5 million d'aidants qui sont mineurs, qui ont moins de 18 ans. Ça reste une minorité, mais il faut en avoir conscience. Et l'âge moyen d'entrée dans l'aidance est de 33 ans. C'est-à-dire qu'on commence à apporter de l'aide à peu près en moyenne 33 ans. Alors bien sûr, il y a des personnes plus jeunes et plus âgées. Et que l'âge moyen actuel des aidants aujourd'hui est de 42 ans. Donc vous voyez qu'avec les chiffres qu'on vous donne, ben, il y a beaucoup d'aidants aussi qui sont encore en activité. C'est pour ça qu'on apportera un temps de réflexion, parce qu'effectivement, il y a 55% des aidants aujourd'hui qui sont en activité professionnelle. Et on voit que peu s'identifient en tant que tels auprès de leur employeur ou de leur entourage, et donc sollicitent peu d'aide, ce qui aboutit des fois à des situations critiques où on a les aidants qui sont épuisés et qui ne peuvent plus être présents auprès de la personne qu'ils accompagnent. Donc c'est aussi important de savoir ça parce que voilà, 56% des aidants actifs reconnaissent avoir des difficultés à concilier les deux, c'est-à-dire à la fois leur activité professionnelle et leur présence auprès du proche aidant, parce que là, quand je vous parle d'aidants, je vous parle d'aidants familiaux, donc ce sont soit des enfants, soit des conjoints, soit des parents. Et donc, ils vont après solliciter un aménagement de la vie professionnelle, voire des fois, ça peut aboutir à des refus d'avancée de carrière, d'évolution professionnelle et aussi la mise en place de maladies pour défaut des fois de connaissances d'aide qui pourraient leur être apportées. Et puis surtout, il faut prendre conscience qu'on est aidant. Parce que là, quand je vous dis qu'il y a 9,3 millions de proches aidants aujourd'hui en France, on va penser de suite à des aidants qui vont faire des gestes techniques. Or, ce n'est pas forcément le cas. On est aidant tout simplement en accompagnant ses parents à des rendez-vous médicaux, en gérant leurs papiers, en faisant quelques courses. Et donc, on voit que rentrer dans les danses, c'est pour ça qu'il y a cette entrée dans les danses qui est tôt, à 33 ans, c'est qu'on va rentrer progressivement en allant voir son proche 2 fois par semaine, lui apporter quelques courses. Mais on ne se qualifie pas forcément comme aidant, donc on ne va pas forcément aller chercher de l'aide. Voilà, donc la partie sur les aidants, nous l'avons organisée autour de 3 points. Le premier, c'est les différents dispositifs qu'on souhaitait vous présenter. Le deuxième, les financements ou aides qui peuvent être sollicités parce qu'il y a des dispositifs qui sont gratuits, mais il y en a beaucoup aussi qui entraînent un reste à charge et donc voir comment on peut financer éventuellement ce reste à charge. Et la dernière partie va se consacrer aux aidants actifs. Je vous ai dit 55% des aidants sont des aidants qui sont en activité professionnelle au travers de différents types de congés qui ont pu être mis en place et développés depuis à peu près les années de 2016. Merci. Christine. Donc, je vais vous présenter quelques dispositifs de répit. Donc, l'hébergement temporaire en établissement,
On sait qu'aujourd'hui, il y a des aidants qui déjà organisent dès le printemps des vacances pour l'été. Donc, il y a des périodes particulières en octobre, enfin août, excusez-moi, août, juillet, août, où les aidants programment avec l'aidé une période en hébergement temporaire, en EHPAD, pour pouvoir s'absenter. Il y a aussi, moi j'ai eu une situation où une aidante souhaitait aller voir ses petits-enfants qui n'étaient pas dans la région. Elle était appelée par ses enfants, donc elle a organisé un hébergement temporaire pour une personne, pour son époux. Alors souvent, ces hébergements temporaires qui s'organisent soit pendant les vacances scolaires ou pendant l'été, les gens réservent 2-3 mois à l'avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, on appelle les EHPAD, ils sont déjà complets en juillet et août. L'accueil de jour, c'est aussi un dispositif de répit. Ça permet aux aidants de prendre soit une demi-journée pour s'occuper d'eux, les rendez-vous médicaux, prendre des moments de loisirs aussi. Les personnes sont prises en charge soit en demi-journée ou en journée, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Il y a le dispositif du relayage qui est... Excusez-moi, Christine, mais l'accueil de jour, je pense qu'il faut, je voulais voir avec vous et préciser, c'est pas juste pour permettre le répit de l'aidant, il y a vraiment, c'est pas qu'une garderie, il y a vraiment un travail de fond pour prendre en charge le patient aussi. C'est vrai, Émilie, donc voilà, elle voudrait, oui, je rajoute, et c'est vrai, je l'oublie souvent, l'atelier de mémoire, enfin bon, il y a de l'interactivité, pour que la personne puisse conserver sa mémoire. Il y a aussi autre chose que c'est vrai dont je n'ai pas parlé, l'accueil de jour. Je vois dans certains accueils de jour, ils font de la cuisine, ils mettent la table, ils font la vaisselle. Et souvent, moi, j'ai des situations où l'époux, enfin ça c'est l'épouse par exemple quand on accueille du jour, et l'époux, l'épouse revient à la maison, est très étonnée parce que l'aidé va mettre la table, va faire la vaisselle. Du coup, c'est vrai, c'est pour optimiser certaines gestes de la vie quotidienne et ça permet d'être soulagé et de vivre la vie de couple beaucoup plus pas optimale, parce que ça n'existe pas. Mais c'est vrai, je me rappelle, l'époux les dents étaient très étonnés. C'est pour ça, Christine, quand on a préparé notre intervention, j'ai découvert aussi ce point-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir l'accueil de jour des fois comme un temps plus de garderie, mais de grands guillemets. Mais non, il y a vraiment un travail de fond qui est fait aussi en fonction des besoins et des attentes du patient. Et donc là, avec ce que vous venez de nous présenter, ça nous met en avant que c'est à la fois un répit pour les dents, mais aussi que ça continue à être source de répit au retour à domicile, vu que le patient va soulager et va repartager de nouvelles choses avec son conjoint ou son proche. Au niveau des actes de la vie quotidienne, oui. Merci, excusez-moi de cette interruption. Alors, le relayage, ça vient du Canada, je pense que beaucoup de personnes le connaissent, qui s'appelait baluchonnage. Et donc, le relayage permet de mettre en place, donc c'est un aidant par contre professionnel, se charge du relais à domicile pendant plusieurs heures pour soulager les dents familiales. Le relayeur remplace l'aidant pendant son absence, donc toujours de manière ponctuelle et limitée dans le temps. Et éventuellement, dans certains secteurs ou certains départements, ça peut être la nuit. C'est vrai, moi, on l'a beaucoup utilisé du relayage, moi, pour des personnes aidantes qui négligeaient leur parcours de santé. Voilà. Alors, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est bien parce qu'au final, on vient au domicile, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, il y a des repères spatio-temporels pour la personne aidée, que ce soit une personne en situation de handicap ou une personne âgée avec des troubles cognitifs. Ça évite de trop la perturber. Tout à fait. Une personne, même, il y a des personnes alitées qui ne peuvent pas du tout se déplacer. Donc, je vais vous présenter les séjours de répit pour personnes âgées et en situation de handicap. Donc, c'est des séjours, il y a des séjours multiples.
Donc, je vais donner des exemples concrets. Hein. Moi, j'en connais un, par exemple, une aidante est partie, une fille est partie avec sa maman en Vendée, par exemple, et donc l'aidante pouvait avoir des moments de loisirs à elle, et l'aidée était prise en charge. Elles sont parties ensemble. Il y a des séjours de répit aussi. Alors, handicap dans la même, moi je connais des exemples, le couple part avec son jeune qui a 30 ans là, en situation de handicap, il va en Bretagne. Le fils a choisi de prendre le repas continué, donc tout le monde est hébergé sur le même endroit. Et le fils a choisi, qu'en situation de handicap, a choisi de prendre seulement les repas et de dormir avec ses parents. Et pendant la journée, par contre, les parents ont des moments de loisirs et choisissent ce qu'ils veulent faire dans la matinée et dans l'après-midi, ce qui permet d'organiser des séjours de répit en famille. Et il y a une prise en charge pour la personne en situation de handicap. Il y a des séjours de répit qui sont organisés seulement pour la personne âgée. Bien sûr, il faut qu'elle soit d'accord, hein, ou des personnes en situation de handicap qui partent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pendant que la personne l'aidante prend d'autres séjours à l'extérieur. Tout peut être mixé et c'est selon toute situation et selon toute situation est singulière. Ça me semble très intéressant. Ça fait un peu comme un voyage organisé où pour toute la famille peut partir ensemble, quels que soient ses besoins dans le domaine de la santé. Tout à fait. Alors, dans la Nièvre, enfin, c'est national, mais il y a la plateforme d'accompagnement et répit des aidants le siège se trouve à Moulins-en-Gilbert, mais c'est sectorisé. C'est pour accompagner des personnes qui sont en situation avec des pathologies neuro-évolutives. Donc, il y a des cafés aussi aidants qui sont organisés. Donc, toujours, c'est selon certains, c'est sectorisé. Hein. Du coup, donc, c'est toujours, donc, il y a même des cafés aidants où on prend l'aidant et l'aidé parallèlement, en même temps, sur des activités différentes. Ça permet de prendre toujours, comme tu disais dans l'accueil de jour, hein, c'est toujours pour permettre que la personne qui a une maladie neuroévolutive aussi de garder certaines au niveau de la mémoire, au niveau des actes de la vie quotidienne. Donc, ils peuvent venir soit au domicile ou organiser aussi des séjours. Donc, il y a le service, la Sauvegarde 58, elle a mis en place dernièrement un service de répit et de soutien à la fonction parentale. La Sauvegarde 58, elle met en place à destination des parents aidants, donc sur leur site, ça commence à se mettre en place, hein, mais c'est pas encore mis en place parce que c'est tout nouveau. C'est pour les enfants âgés de 0 à 20 ans. Là, par contre, il y a des professionnels, donc notamment des éducateurs, qui peuvent venir à domicile, qui peuvent organiser des courts séjours de répit ou des séjours familiaux accompagnés, toujours dans le style qui a été présenté dans le séjour de répit. Alors, il y a un exemple, je sais qu'un éducateur, pour soulager les parents, a organisé un séjour en gîte, juste le samedi et le dimanche, en gîte, avec un éducateur et l'aidé, une personne en situation de handicap, ou toujours les séjours de répit, soit mixtes avec les parents ou sans les parents. Et à domicile, ils accompagnent les parents, par exemple, pour les accompagner au niveau, alors éducatif, il faut peut-être mettre un guillemet, mais quand il y a des questions au niveau de la situation sur certaines pathologies de la personne en situation de handicap, elles essaient de répondre pour mettre en place certains dispositifs. Alors, l'ADAPI 58, c'est surtout un dispositif de ressources. C'est une plateforme de répit Autisme 58. Donc, il y a 2 volets. Il y a l'Autisme 58, donc pour les enfants, les ados, les adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ils les accompagnent. Donc, toute personne, tout aidant peut contacter ce service pour avoir des ressources. Ils les accompagnent, ils coordonnent pour connaître
quelles ressources on peut utiliser pour l'enfant qui était ça dans le secteur. Il y a une autre offre de service, c'est l'équipe mobile d'accompagnement polyhandicapé. Donc, ça peut être 1 heure ou 2 heures. Par exemple, nous, on a une situation d'un jeune qui était dans une maison d'accueil spécialisée. Et le matin, il devait partir tôt. L'aidante, qui était la maman, qui avait un certain âge, était très fatiguée. Et donc, ils ont mis à disposition le matin, avant de partir, il y avait quelqu'un, une personne de la plateforme de l'ADAPI, qui venait pour faire la toilette, pour soulager la maman. Donc, c'est 1 ou 2 heures, mais c'est quand même un dispositif, voilà, qui est... bon, la maman, elle appréciait de pouvoir se soulager au vu de son âge. Voilà, elle était soulagée, elle était à la toilette, il fallait changer les protections. Donc, il y a une personne de l'ADAPI qui venait le matin tôt, avant le départ. D'accord. Merci Christine pour ces dispositifs qui ne sont pas limitatifs, bien au contraire, mais qui ont le mérite aussi d'exister qu'on vient de vous présenter. Alors, ils ne sont pas tous à titre gratuit, bien sûr. Il y a souvent un reste à charge pour une partie d'entre eux qui reste. Donc, on va voir quelles sont les aides financières complémentaires qu'on peut éventuellement solliciter pour venir financer tout ça. Dans ce cadre, toujours, là, on est dans le cadre du répit. Donc, on vient financer des temps pour permettre à l'aidant de pouvoir se reposer. Donc, dans le cadre de l'allocation personnalisée de l'autonomie, il y a des enveloppes financières qui peuvent être attribuées à l'aidant. Par exemple, quelqu'un qui va utiliser un hébergement temporaire. Donc, l'aidante va devoir, elle souhaite partir rapidement, aider quelqu'un de la famille. Donc, on va trouver un hébergement temporaire. Donc, il y a une enveloppe de 500, à peu près 500, c'est un peu plus de 500 € qui peut être financée et aider cet hébergement temporaire. Alors, par contre, une difficulté entre guillemets, c'est que l'aidé va devoir payer son séjour d'abord à l'hébergement temporaire, ensuite envoyer sa facture au conseil départemental. Bien sûr, ce qui est important, c'est d'anticiper, de contacter le conseil départemental avant, si on a la possibilité, quand on n'est pas dans l'urgence, pour savoir si le financement, ça ne sera pas forcément les 500 €, ça dépend du plan d'aide APA. Oui, c'est important de le faire pour ne pas se retrouver dépourvu après, qu'on nous rejette la demande. Donc, moi, je dis toujours aux personnes qui nous demandent, quand on transmet cette information, de contacter le conseil départemental, l'assistante sociale en Géronto, pour pouvoir savoir combien de sommes, parce qu'il y a des gens qui sont en situation de précarité et qui ne pourront pas payer la somme qui va leur rester. C'est pour ça qu'il y a l'hébergement temporaire. Voilà. Il y a une autre majoration dont je vais parler, donc il y a 500, mais il y a aussi une majoration à peu près, je ne vous donne pas la somme, de 1 000 €. Donc nous, on a une situation, l'aidant a dû être hospitalisé en urgence. Donc là, on a pu mettre des aides, il y a une somme qui est attribuée pour pouvoir mettre, entre autres, des aides à domicile, augmenter les aides à domicile pour que la personne aidée puisse rester à domicile sans l'aidant. Voilà. L'hébergement temporaire, il y a une autre enveloppe financière. Il y a une partie financée, donc il y a une convention avec l'ARS et certains EHPAD, mais dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est pas forcément que la Nièvre, et ils ont une enveloppe, donc l'hébergement temporaire, les gens peuvent rester un maximum, 30 jours. Ça peut être pour sécuriser ces sorties d'hospi aussi, ou sorties de SMR, pour mettre en place le temps, quand quelqu'un sort de l'hôpital, il y a des choses, il y a des aides humaines à mettre en place, sécuriser le domicile, des aides techniques. Ces 30 jours permettent de prendre du temps pour l'aidant, pour sécuriser le domicile. Donc, cette aide financière est appréciée et puis que la personne retrouve plus d'indépendance. Donc, il y a un financement de 20 € qui reste à charge par le patient.
Voilà, mais ces 20 € restant à charge, est-ce qu'ils pourraient être pris en charge par le droit au répit? Tout à fait, ils peuvent, voilà. Ils peuvent. Alors toujours, il faut en parler, enfin demander, parce que ça dépend. C'est pas 500 € ou 1000 € qu'on vous donne. 500 €, ça dépend du plan d'aide et ce qui reste dans le plan d'aide. D'accord. Bon, donc c'est important d'anticiper. Merci Christine. Alors, on souhaitait après parler de 2 autres aides financières. Alors, on va rappeler pour les soins palliatifs l'enveloppe de garde malade, parce qu'effectivement, ce temps de garde malade permet de pouvoir contribuer au répit de l'aidant. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Et puis, le service d'aide et d'accompagnement à domicile de la CAF, dont Christine nous a parlé. Alors, quand le parent est malade, eh bien, ça peut être sollicité, c'est ce que tu nous as présenté tout à l'heure. Mais quand le parent est aidant d'un enfant en situation de handicap ou d'un enfant qui est malade, eh bien, il peut aussi solliciter ce service de la CAF qui va permettre de pouvoir le soulager et l'aider. 80 à 100 heures sur l'année. Voilà. Alors après, cette aide-là ne permettra pas qu'il s'absente en totalité de la maison, vu que les intervenants ne peuvent rester seuls avec l'enfant que maximum, je crois, 50% du temps d'intervention, parce que c'est fait pour aider, permettre un répit aux parents, mais tout en étant en présence du parent et de l'enfant. Mais ce dispositif, ce financement a le mérite d'exister et d'être là. Et pour pouvoir le solliciter, on n'a pas besoin non plus, et ça c'est important, que l'enfant soit reconnu en situation de handicap. Ça peut être une aide qu'on peut solliciter pendant la période d'évaluation de la situation, avant que la MDPH se prononce. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la CAF pour pouvoir bénéficier de cette aide. Alors, la demande pour cette aide peut être faite directement auprès des services d'aide à domicile qui ont conventionné avec la CAF. C'est eux qui évaluent le besoin et qui font le lien avec la CAF pour le financement. Voilà pour ces aides-là. Alors, je vais avancer un petit peu. Maintenant, je vais vous parler de congés pour les aidants actifs. Alors, je vais essayer d'être rapide parce qu'on me rappelle qu'il me reste peu de temps et pour qu'on puisse répondre à vos questions sans trop déborder de l'heure qui nous était impartie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même plus de 50% des aidants qui sont encore en situation d'activité et qui ont besoin d'aménagement de leur temps de travail. Et si on prend des congés ou des repos sans solde, on n'est pas payé, donc ça entraîne des problématiques financières. Ou des fois, on peut avoir peur de demander. Donc, il faut savoir qu'il y a des droits au congé qui sont spécifiques pour les aidants. Alors déjà, il y a des congés pour événements familiaux qui existent, qui sont payés par l'employeur, qui peuvent aller jusqu'à 5 jours. Et notamment, il y en a un nouveau qui avait été mis en place en 2016, qui concerne le cas d'annonce d'un handicap, pathologie chronique ou cancer chez un enfant. Donc, ça fait partie des congés auxquels chaque salarié a droit et ils sont rémunérés par l'employeur. Ensuite, il faut savoir que les congés payés peuvent être aménagés au titre de l'aidance. C'est-à-dire qu'on peut demander, l'employeur peut l'accorder, à prendre les 5 semaines de congés annuels de façon cumulée et non fractionnée. De plus, un salarié qui n'aurait pas droit à ces 5 semaines de congé, parce que par exemple, il vient de changer d'entreprise, il peut bénéficier de 2 jours de congé supplémentaires au titre, toujours là, d'un enfant à charge malade. Ensuite, on peut bénéficier aussi de dons de jours de congé, c'est-à-dire que les salariés d'une entreprise, quelle qu'elle soit, peuvent demander à leur employeur, parce qu'il faut quand même l'accord de leur employeur, de pouvoir donner des jours de congé à un collègue. Ces jours de congé peuvent être donnés aux collègues dans 2 cas. Le cas d'un enfant qui est malade pour permettre aux collègues d'être auprès de son enfant, ou en cas d'accompagnement d'un proche aidant. Voilà.
Et ensuite, il y a 3 sortes de congés légaux. Alors, ceux-là sont des congés beaucoup plus longs. Sont des congés qui ne sont pas des congés payés et qui entraînent une suspension du contrat de travail. Il y a le congé du proche aidant qui peut être octroyé dans la limite souvent de... alors, le congé du proche aidant, c'est 3 mois pouvant être renouvelés dans la limite d'1 an sur la totalité de la carrière. Donc, l'employeur ne peut pas le refuser s'il est demandé en temps et heure. Par contre, il n'ouvre pas droit à paiement. C'est une suspension du contrat de travail. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de solliciter une allocation journalière de proche aidant auprès de la CAF. Ensuite, il y a aussi le congé d'accompagnement d'un enfant. Donc, ce congé est d'une durée de 310 jours qui doivent être pris sur 3 ans. 310 jours, ça correspond, c'est des jours ouvrés. Hein, donc, on enlève les jours fériés, les week-ends. Et pareil, ce sont des congés sans solde, mais on peut bénéficier d'une allocation, c'est l'allocation journalière de présence parentale. Et pour celle-ci, la demande doit être faite aussi auprès de la CAF. Et ensuite, il y a un dernier congé qui est celui de l'accompagnement d'une personne en situation palliative. C'est le congé de solidarité familiale, qui est un congé qui ne peut durer que 3 mois. Et il n'y a pas de rémunération en face. Par contre, la personne qui prend ce congé peut soit être rémunérée dans le cadre du plan APA en tant que salarié et proche aidant salarié de la personne qu'elle aide. Ça peut arriver, ça permet de compenser la perte de salaire. Ou sinon, elle peut solliciter l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Mais cette allocation qui est versée par la CPM ne dépend pas de la personne salariée qui prend le congé, mais dépend de la personne malade qui est en fin de vie. Et donc, il y a une différence, c'est que ces 21 jours sont donnés pour la personne malade et peuvent être partagés entre plusieurs personnes qui l'aident. Voilà. Donc, merci pour votre attention et puis nous allons voir pour essayer de pouvoir répondre à vos questions. Tout ce que nous avons présenté figure dans un petit livret qui est sur le site d'Emeraude 58 et puis nous resterons à votre disposition s'il y a d'autres questions. Merci. Écoutez, merci à vous deux pour cette intervention, pour la réponse, pour tout l'ensemble des réponses que vous avez apportées et toutes les clarifications que vous avez pu aussi nous apporter durant ce web info. Donc, je vous rappelle que vous allez recevoir un mail aussi de notre part afin de nous faire part de vos suggestions, si vous avez des commentaires, si vous avez été satisfait des informations qui ont été dispensées durant ce web info. Et d'ici quelques temps, donc, nous allons revenir vers vous parce que, bien entendu, donc, nous continuons et nous souhaitons poursuivre notre action dans la diffusion de ces web infos. Alors, bientôt va arriver la période estivale. C'est pour cela que donc, nous allons plutôt vous proposer le prochain web info à la rentrée et on va dire plutôt sur fin septembre, courant octobre. Alors, pour ce prochain web info, nous souhaitons notamment donc, vous proposer un autre sujet qui peut être important et peut-être qui va vous permettre d'apporter aussi plusieurs réponses, notamment en matière de coordination. À savoir que sur chaque territoire, donc à l'échelle nationale, il y a différents acteurs qui interviennent dans la structuration, dans la sécurisation des parcours. Et dans ce cadre, donc on parle des fameux dispositifs de coordination. Et je dirais les principaux acteurs sont les dispositifs d'appui à la coordination et les communautés professionnelles territoriales en santé, les CPTS. Mais qu'est-ce que la coordination? Que mettons, que comprend-on derrière cette notion? Eh bien, nous vous proposons, dans un prochain web info, de clarifier la complémentarité des missions de ces deux structures, de définir leur co-responsabilité au service de notre territoire et savoir vraiment dans le pratico-pratique, le qui fait quoi, quand et sur quel motif, solliciter quelle structure. De ce fait, donc, on ira voir
plutôt leurs actions complémentaires dans la structuration des parcours et nous verrons quels sont leurs leviers d'action. Donc pour ce faire, nous aurons l'occasion et le grand plaisir d'inviter au cours d'une table ronde différents acteurs de ces structures-là. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.